Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Lallier. Et moi, Andréane Lorrain. Et vous écoutez le Balado Locaux. Parce que l'alimentation, c'est une question qui nous concerne tous. Ensemble, on va réfléchir avec nos invités à comment changer le monde, un système alimentaire à la fois. Bonjour tout le monde, bonjour Andréane. Bonjour Marie-Soleil! Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Cette semaine, on est vraiment heureuse de vous présenter Gaël Plumcock, qui est un économiste français de formation qui travaille actuellement à l'INRAE, donc qui est l'Institut de recherche publique qui œuvre pour un développement cohérent et durable de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement, et qui est aussi membre de l'Atelier écologique politique de Toulouse. Puis aujourd'hui, dans le fond, on l'invite pour avoir son point de vue en tant que chercheur sur les modèles de production agricole en Occident. Oui, exact. Fait que, dans le fond, il a publié une étude avec des co-chercheurs il y a quasiment 3 ans qui recense vraiment tous les types d'agriculture d'Occident. En fait, c'est vraiment basé sur une étude occidentale. Puis on trouvait ça super intéressant, en fait, parce que ça résume plusieurs des initiatives qu'on a parlé dans le balado. Puis quand on se questionnait sur c'est quoi les prochaines étapes, ben ça nous montre un peu vers où on peut s'en aller. Fait que voilà, on veut élaborer, qui nous explique en fait c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi les types, puis de voir où est-ce que ça va nous mener. Puis si jamais ça vous dit d'avoir un visuel pendant qu'on parle de ces différentes formes-là d'agriculture, vous pouvez aller soit sur le lien YouTube, soit sur le lien qu'on a mis en dessous, dans le fond pour voir sur notre site internet là, le plan factoriel là, qui présente la position de chacune des formes d'agriculture. Bonjour, cher Gaël. Bonjour, merci pour votre sollicitation, votre invitation. Bien, merci à toi de prendre ton temps pour te joindre à nous et venir présenter un peu les résultats de la recherche sur laquelle tu as travaillé. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un peu et expliquer un peu ton parcours qui t'a amené aujourd'hui à faire de la recherche sur des systèmes alimentaires durables? D'accord, alors effectivement, moi je travaille j'ai été recruté depuis une dizaine d'années à l'INRAE maintenant de Toulouse, en France. J'ai fait ma thèse sur les politiques publiques de développement durable, donc pas tellement sur les questions agricoles. Mais voilà, en France, on a un système de recherche qui est essentiellement public. Donc moi, je suis fonctionnaire d'État et donc je considère que je travaille sur le bien commun et pour le bien commun. Et donc, mon sujet de recherche, je l'ai choisi, y compris pendant ma thèse, avec cette optique-là, cette optique de travailler pour le bien commun. Donc, voilà, j'ai pas choisi de travailler sur les marchés financiers, encore qu'on peut très bien le faire avec une optique critique, mais j'aurais pu travailler, par exemple, sur l'économie de la santé ou sur la question du droit du travail. Mais j'ai choisi de travailler sur les questions d'environnement. Donc ça, c'est ma formation. Je suis économiste de l'environnement, économiste écologique. Et puis, quand j'ai été recruté à l'INRA, c'était pour travailler sur les innovations agronomiques. Donc, travailler sur les innovations. Pour moi, innovation, c'est innovation environnementale, même si c'est un concept que je mobilise finalement assez peu, celui d'innovation. Mais donc voilà, moi, ce qui m'intéresse dans ce travail-là, dans la description de ce poste-là, ce pourquoi j'ai été recruté à l'INRA, c'est de travailler sur la dimension écologique, environnementale de l'agriculture. Et quand vous avez étudié en fait les différentes formes d'agriculture qui existent aujourd'hui en Occident, il y avait 2 grands principes qui ressortaient en fait, qui organisent en fait les différentes formes d'agriculture. Je ne sais pas si tu peux nous présenter en fait ces 2 grands principes-là. Oui, alors tu fais référence aux aspects agroécologiques puis aux aspects en fait socio-économiques. D'accord, c'est ça. Alors c'est un travail qui effectivement était un peu particulier pour moi parce que c'était une manière pour moi de m'approprier scientifiquement ce champ d'études qui est l'agriculture. Donc c'est la première fois que j'ai commencé à travailler là-dessus, donc ça m'a beaucoup aidé pour rentrer sur ces questions-là et de fait c'est quelque chose un travail qui est assez large. Donc ça m'a permis effectivement de creuser deux dimensions des systèmes de production agricole qui sont d'une part l'aspect pratique agricole, pratique agronomique. Et donc ça, c'est quelque chose que je maîtrise absolument pas parce que je suis pas agronome et je suis pas écologue. Et donc, c'est pourquoi ce papier, on l'a écrit en interdisciplinarité avec des collègues chercheurs dans ces disciplines-là. Et moi, ce que j'ai apporté, c'est à partir moi et d'autres collègues en sciences humaines et sociales, c'est ce regard plus sur l'organisation, sur la manière dont ces pratiques, en fait,
c'est pas des pratiques qui sont déconnectées. C'est des choses qui sont déjà institutionnalisées, qui sont routinisées, qui sont ancrées dans des manières de faire qui renvoient à des structures sociales, à de l'organisation, et puis notamment pour moi, parce que c'est aussi ce qui m'intéresse dans les questions de développement durable, de rapport à l'environnement, écologie, etc. C'est la question, j'allais dire, de la valeur, c'est la question de la valeur des valeurs, la pluralité des valeurs. C'est-à-dire que ça engage ces différentes pratiques, ça traduit ou ça représente différentes manières de se comporter vis-à-vis de la nature qui sont ancrées dans des valeurs sociales. Voilà. OK. Fait qu'on parle pas de valeur monétaire ici, mais plus de valeur sociale, c'est ça? On ne parle pas seulement de valeur monétaire. OK. La valeur monétaire est une valeur parmi un ensemble plus large de valeurs. Et la valeur monétaire est légitime dans certains contextes. Quand on va sur le marché, par exemple, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas d'affection, on ne parle pas d'inspiration, on parle de valeurs sonnantes et trébuchantes, on parle de monnaie. Et c'est tout à fait légitime, il n'y a pas de souci. Mais ça ne vaut pas partout. Puis qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu se concentrer sur cet aspect-là, particulièrement? Sur l'aspect des valeurs? Non, sur l'étude là, qu'on parle pour l'agriculture. D'accord. En fait, pour moi, c'était une question d'économie. D'économie pour moi. C'est-à-dire que quand on appréhende un nouveau domaine de recherche, en général, il faut absorber une grande quantité de littérature en très peu de temps. Et puis, voilà. Alors, j'ai fait ce travail-là, il n'y a pas de souci, mais discuter avec mes collègues agronomes avec ce prisme-là, avec quelque chose qu'on construisait ensemble, en disant on va construire une typologie, des formes d'agriculture qui soient larges, en fait, qui embrassent large, qui ne soient pas exclusives. Enfin, forcément, elle est exclusive puisque c'est une typologie, mais en tout cas, sur les aspects de rapport à l'environnement, elle était la plus large possible. Ça m'a permis de rentrer dans ce domaine-là et d'acquérir des connaissances assez rapidement et à peu de frais. Voilà. Donc maintenant, je continue à travailler ça, à approfondir, mais c'est vrai que le point d'entrée, c'était ça. Puis dans la typologie, dans le fond, que vous avez proposé, dans le fond, vous répertoriez 7 grandes formes d'agriculture. Donc, l'agriculture qui est l'agriculture conventionnelle productiviste, puis 6 formes peut-être plus durables. Est-ce que ce serait possible qu'on passe un peu au travers pour donner peut-être un résumé de chacune des formes d'agriculture? Voilà. Alors, quand je parlais d'exclusif, effectivement, le modèle conventionnel, le modèle productiviste, on est bien conscient qu'il est très divers, mais on l'a décrit vraiment à grands traits, parce que ce qui nous intéressait, c'était effectivement les formes d'agriculture durable et comment des agriculteurs arrivaient à faire modèle en se distanciant un peu de ce modèle productiviste. Donc pour nous, voilà, on a défini à grands traits ce qu'était ce modèle productiviste. Alors d'abord, ce que je dois dire, c'est que cette typologie, on l'a définie en partant de 2 critères qui étaient d'une part la nature des intrants qui étaient utilisés dans l'agro-écosystème, soit des intrants qui sont exogènes, qui sont apportés de l'extérieur au champ, soit des intrants qui sont produits sur le champ, qui peuvent être de la biomasse, qui peuvent être des services écosystémiques. Voilà. Et le deuxième critère, c'est un critère plus général qui était qui était le niveau d'insertion de l'exploitation agricole dans le système alimentaire. En disant que les exploitations, elles peuvent être plutôt inscrites dans des relations locales ou plutôt inscrites dans des relations globales ou des chaînes de production globalisées. Alors, chacun de ces critères, 2 à 2, on les conçoit comme non mutuellement exclusifs. C'est-à-dire que on est bien conscient qu'à l'échelle de l'exploitation, il y a à la fois des intrants exogènes et des intrants endogènes, des choses qui sont produites et utilisées sur le champ et des choses qui viennent de l'extérieur. C'est pas exclusif. Et puis, de la même manière, on peut être à la fois inscrit dans des chaînes globalisées et dans des chaînes localisées pour certaines productions, pour certains aspects de la production ou de l'écoulement des produits ou de l'approvisionnement. Ça, c'est la première chose à dire. Et donc, effectivement, quand on place le système productiviste, on le place plutôt du côté des exploitations qui utilisent des intrants plutôt exogènes au champ, plutôt pétrochimiques, et puis insérés dans des systèmes alimentaires plutôt globalisés.
Et donc, ce qui nous intéressait aussi dans cette typologie, c'est de faire le lien avec les valeurs qui sous-tendent les pratiques, que ce soit des pratiques commerciales ou des pratiques de production. Puis les intrants exogènes, là, c'est vraiment, ça l'englobe quoi, mettons? Ça englobe tout ce qui est apporté de l'extérieur du champ. Donc, la nature peut varier en fonction des modèles. Ça, je peux donner des exemples en fonction des modèles parce que la nature des intrants, effectivement, qualifie différentes pratiques et différentes formes d'agriculture durable. Comme les semences, ils doivent être achetées tout le temps. Par exemple, des semences biologiques qui sont produites technologiquement à partir de bacilles ou je ne sais quoi, c'est des intrants qui sont plutôt exogènes, même si c'est biologique. De la fumure qui vient d'une exploitation agricole qui est située à 50 km ou à 100 km, voilà, c'est quelque chose qui est de l'intrant exogène. Mais tout ça est un gradient. C'est plus exogène, par exemple, que des haies qui sont mises sur la parcelle pour attirer des petites bêtes qui vont produire qui vont avoir des fonctionnalités qui vont permettre au champ de fonctionner un peu mieux en interne. Bon. Et voilà, c'est pas la même chose, je suis d'accord, que des engrais pétrochimiques qui viennent de l'autre bout de la planète. Voilà. Puis la relation. Oui, excusez. Mais tant qu'à y être aussi la relation globalisée, ça c'est de se dire que tout va être vendu à quelle distance qu'on considère qu'il reste pas local. Est-ce que c'est dans un autre pays ou c'est... Alors, on n'a pas mis de critères de distance. On a plutôt estimé le niveau d'insertion dans le système alimentaire de manière assez générale, mais en considérant que cette insertion, elle pouvait être soit par les intrants, c'est-à-dire que on fait venir des intrants de l'autre bout de la planète, ou on les fait venir de l'exploitation qui est plutôt sur le territoire. Donc ça peut être, voilà, il y a tout un gradient. Ou alors pour l'écoulement des produits, c'est-à-dire qu'on peut écouler les produits localement ou via de la grande distribution. Voilà. Et les deux sont indépendants, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des intrants qui viennent de l'autre bout de la planète et écouler ces produits en local. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Donc on n'a rien présupposé sur la forme qui allait découler de ces pratiques d'insertion dans les systèmes alimentaires. Alors la première forme d'agriculture qu'on a identifiée, c'est voilà. Ce qu'on a essayé de décrire, c'est les leviers qui faisaient que des agriculteurs rompaient de manière plus ou moins forte avec le système conventionnel en se disant le système productiviste, c'est produire le maximum. Et ça marche bien avec une institution marchande qui permet d'écouler massivement des produits avec des dispositifs de standardisation, etc. Le premier modèle qu'on a décrit, c'est un modèle qui prend naissance avec la reconnaissance par les agriculteurs que il y a des injonctions politiques à prendre en compte les questions environnementales. Il y a de plus en plus de réglementations qui contraignent les pratiques. Et puis, il y a aussi, d'un autre côté, la hausse du prix des intrants pétrochimiques. Voilà, parce que ces intrants sont essentiellement à base de pétrole et que le cours du pétrole varie fortement et il a tendance à augmenter à certaines périodes. Et donc ce qui va changer dans ces pratiques-là, c'est que les agriculteurs vont essayer de raisonner au mieux leur épandage d'intrants chimiques. Ils vont essayer d'épandre la bonne dose de produits chimiques au bon endroit. Et ce qui va leur permettre de faire ça, c'est l'utilisation de technologies comme le pilotage de drones, par exemple, ou les informations satellitaires, qui va permettre de mieux cerner les besoins des cultures en fonction de l'endroit où elles se situent, y compris même à l'intérieur d'une parcelle. Et donc finalement, ce qui va prévaloir, la valeur qui va être portée dans ce modèle-là, c'est une valeur d'efficience. Il n'y a pas de rupture fondamentale avec le modèle conventionnel, si ce n'est dans les moyens mis en œuvre. Mais les valeurs qui sont portées dans ce système-là, dans ce modèle-là, sont exactement les mêmes, à quelque chose près, que celles qui prévalent dans le modèle conventionnel.
il y a d'autres types d'agriculteurs qui commencent à prendre conscience que, effectivement, la réglementation change et que les prix augmentent, mais en plus, ils vont prendre conscience des dommages environnementaux et en particulier en les observant directement, à l'échelle de l'exploitation. Ça va être la pollution du cours d'eau, ça va être la pollution de leur sol. Et parallèlement à ça, ils vont prendre conscience aussi des effets sanitaires de ces pollutions. Parce qu'ils vont être touchés, parce que leur famille va être touchée par des cancers, par des maladies quelconques. Et donc, effectivement, là, l'idée, ça ne va pas être seulement de réduire l'utilisation des produits pétrochimiques, puisque ces produits-là sont précisément identifiés comme étant la cause de ces pollutions et de ces dommages sanitaires. Et donc, ça va être de changer la nature de ces intrants-là. Dans ces modèles-là, on reste ancré dans des modèles, dans l'utilisation d'intrants qui sont exogènes au champ et dans des systèmes alimentaires qui sont plutôt globalisés. Donc, ce qui va changer, c'est la nature des intrants utilisés. Et donc, on va faire appel à de la biotechnologie. Donc, effectivement, des bacilles, par exemple, qui vont permettre de digérer certains champignons, voilà, qui sont ennemis des cultures. Donc, ça reste de la technologie, mais la nature de la technologie change. Ce qu'on appelait le modèle techno-domestique, par opposition au modèle hautement technologique, même si ce modèle-là reste hautement technologique. Enfin, je veux dire, la valeur ajoutée de la technologie, là, est quand même pas négligeable. Au niveau des valeurs, ici, il y a un petit changement parce qu'on prend conscience qu'il y a quand même une éthique environnementale qui vient se greffer là-dessus. Voilà. Est-ce que ça serait ça des monocultures biologiques? Une certaine forme d'agriculture se retrouve dans ce modèle-là, effectivement. Et ce que vous dites est très juste, plutôt du côté monoculture, puisqu'on reste ancré dans des systèmes globalisés. Et donc, les normes qui prévalent dans la grande distribution, par exemple, avec des produits, ou quand je dis produits, ça peut être des productions intermédiaires, hein, ça peut être du grain, par exemple, ou ça peut être de la production des produits finalisés, du maraîchage, par exemple, même si dans le maraîchage, c'est un peu plus compliqué, mais qui reste quand même très standardisé pour les marchés globalisés. Alors, on a identifié un troisième modèle d'agriculture durable, ici, qui reste très utilisateur d'intrants exogènes à la parcelle, mais qui est plutôt orienté vers les systèmes alimentaires territorialisés ou localisés. Et c'est ce qu'on a appelé le modèle d'agriculture circulaire. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que les agriculteurs vont prendre conscience que les autres activités qui sont coprésentes sur le même territoire fournissent des opportunités de développement à l'agriculture, parce que ça génère des déchets qui sont potentiellement des ressources et que eux-mêmes, leurs déchets peuvent être valorisables sous forme, par exemple, effectivement, la biomasse résiduaire peut être envoyée dans des méthaniseurs, par exemple, pour produire de l'énergie. Et donc ça, c'est une manière de valoriser leurs déchets. Donc là, ce qui prévaut dans ce modèle-là, en fait, c'est d'abord des modalités d'interaction qui sont un peu différentes, parce que souvent on raisonne plus seulement en termes marchands, mais on raisonne en termes de projet. Donc la forme organisationnelle n'est pas tellement la même, et les valeurs qui sont portées par ces agriculteurs-là renvoient quand même un petit peu à de la recherche d'efficience. Parce que finalement, dans ce modèle d'économie circulaire, ce qu'il faut, c'est économiser les flux de matière-énergie. Et donc, c'est d'avoir un traitement des flux de matière-énergie qui soit efficace. Mais l'échelle change. Ici, ce n'est pas tellement à l'échelle de la parcelle ou de la ferme qu'il faut être efficace, mais c'est à l'échelle du territoire. Et donc ça change déjà beaucoup de choses. Le quatrième modèle qu'on a décrit, c'est un modèle qui est plutôt orienté vers les systèmes alimentaires mondialisés, vers la distribution des produits agroalimentaires, mais qui change radicalement les pratiques de production, les pratiques agronomiques, et qui est plus intensive en services écosystémiques et moins intensive en intrants exogènes. C'est ce qu'on appelait l'agriculture diversifiée mais globalisée. Dans ce modèle-là, ce qui va déclencher, c'est à la fois une nouvelle éthique ou un renouvellement de l'éthique environnementale, la prise de conscience que
le vivant est productif, voilà, parce que effectivement, la photosynthèse, ça produit de la biomasse, et donc on peut s'appuyer sur des fonctionnalités du vivant pour produire. Et c'est aussi, d'un autre côté, une éthique agronomique, c'est-à-dire la volonté de retrouver une pratique et des connaissances agronomiques. Et donc ça, c'est fondamental parce que ça nécessite de changer le référentiel de métier. Hein, ça nécessite notamment de changer l'idée que l'agronomie, c'est suivre un itinéraire technique qui consiste à appliquer des règles prescrites par les coopératives ou par les producteurs de semences, arroser à telle date, utiliser telle dose de tel produit en fonction de telle variété. Voilà. Ça, c'est grosso modo, pour aller très très vite, l'agronomie telle qu'elle se pratique dans 80% des exploitations agricoles. Mais effectivement, c'est suivre des règles et c'est pas, voilà, c'est sans doute pas très valorisant pour l'agriculteur. Qui était la forme conventionnelle d'agriculture productiviste qu'on a vue au début. Voilà, et qui marche bien avec une certaine manière de faire de la recherche-développement autour de semences, parce que quand on vend les semences, on les vend avec des potentiels productifs, et les potentiels productifs qui sont atteints quand on suit l'itinéraire technique. Et donc, finalement, à la fois quand on achète des semences, on ne peut plus faire autrement maintenant que d'acheter des semences certifiées, on est aussi tenu par certains itinéraires techniques. Et voilà. Bon. Donc, du coup, rentrer dans ce modèle d'agriculture diversifiée globalisée, ça suppose de passer par tout un tas de formes organisationnelles qui sont un peu différentes. Ça suppose de passer par de l'échange de semences, par exemple. Ça suppose de mettre en place… Les échanges de semences, c'est des choses qui sont très importantes parce que c'est là que s'échangent à la fois des semences, mais aussi des recettes sur les pratiques agronomiques qui vont marcher. Et c'est là aussi que s'élaborent des nouvelles normes sur le métier d'agriculteur, sur l'idée que quand on a un champ dans lequel on a des repousses, eh ben c'est pas mal, c'est pas un mauvais signe. Au contraire, c'est un bon signe. C'est le signe que le sol vit. Voilà. Et donc ça suppose de changer de référentiel de métier et de la manière dont on voit le métier d'agriculteur. Est-ce que c'est un peu dans… on a nos questions en même temps. Est-ce que c'est un peu là que l'idée que l'agriculteur est un artisan de sa terre, de son territoire? Est-ce que c'est un peu là que ça naît, cette idée-là, que c'est pas juste un exécutant, mais c'est quelqu'un qui a un savoir-faire qui est propre à la terre qu'il cultive? Alors, il y a deux choses. La réponse est oui, dans une certaine mesure. Okay. Oui, dans la mesure où, parce que dans ce modèle-là, la production reste quand même orientée vers des débouchés globalisés. Donc, il faut quand même répondre aux standards des marchés globalisés, c'est-à-dire avoir des produits qui répondent notamment aux critères esthétiques, aux critères organoleptiques de la grande distribution. Quoi? Organoleptique, c'est le goût. Voilà. Le goût. Par exemple, consommer. Consommer un yaourt aux fruits, par exemple, l'industriel qui fait le yaourt, il attend que les fruits qu'il va mettre dans son yaourt, si c'est des fruits qu'il met, si ce n'est pas des arômes, aient à peu près le même goût. Parce qu'il ne peut pas se permettre de distribuer un yaourt en grande distribution qui ait des variations de goût, parce que les fruits qu'il a mis dedans, ils n'ont pas tout à fait le même goût. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait la même teneur en sucre, il faut qu'il y ait des critères qui garantissent le même goût. Voilà, ce qu'on appelle les critères organoleptiques. Puis ça, peut-être qu'il n'y a pas de réponse, mais pourquoi on veut que le goût change jamais alors que dans la nature, les fruits n'ont pas le même goût? Alors… mais c'est peut-être trop large. Non, mais je suis complètement d'accord. Mais là, on parle de ces agriculteurs-là. Alors, ce qu'on a essayé de faire aussi dans cette typologie, et ça, c'est un principe de neutralité axiologique en science, on ne présuppose rien sur les valeurs des individus. C'est-à-dire que nous, en tant que chercheurs, on ne dit pas c'est bien, c'est mal. On dit il y a des valeurs partout. Après, la société juge du bien fondé de ces valeurs-là. Bon, voilà. En tant que citoyen, effectivement, moi, quand je mange un yaourt, d'abord, je change de marque de yaourt parce que voilà, je pense qu'il faut avoir
et tester un petit peu des choses différentes en termes de goût. Et puis, il y a des choses que j'aime pas, que je mange quand même, et puis voilà. Mais là, on est dans un type d'agriculture qui reste orienté vers des marchés globalisés. Parce que ce qui motive toujours ces agriculteurs, ça reste quand même l'assurance d'un revenu. D'accord ? Et donc, ce qu'ils vont faire là, c'est de s'adresser à des marchés qui sont globalisés parce que ils ont quand même. Le défi de ces agriculteurs-là, c'est de continuer à produire massivement avec des services écosystémiques et en répondant aux normes des marchés globalisés pour viser un marché qui a des débouchés très larges et garantir leurs revenus. Voilà, ça c'est ce modèle-là. Il y a des modèles qui sont différents, voilà. Mais ce modèle-là, c'est celui-là. Effectivement, peut-être que s'ils ont testé une recette puis ils savent que ça leur garantit des revenus, ce goût-là, il est apprécié, ils peuvent pas se permettre qu'à un moment donné, le goût soit différent, puis là, ce goût-là est pas apprécié, puis là, là, on peut plus prévoir les ventes et tout, là. Parce qu'il y a des logiques de marques qui sont derrière, c'est-à-dire que les producteurs de yaourts sont des marques, et les marques fidélisent des consommateurs sur la qualité, comprise très globalement, de leurs produits. Donc, toute cette chaîne-là s'articule de manière parfaitement cohérente. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Est-ce que... Peut-être... oui, excusez, allez-y. Non, mais peut-être le modèle suivant va répondre à vos attentes. Mais avant le modèle suivant, j'aimerais ça, si vous voulez nous expliquer c'est quoi les services écosystémiques, puis peut-être donner quelques exemples. Tu sais, c'est vraiment un concept d'économie de l'environnement qu'on ne parle pas si souvent que ça. Là, fait que si vous voulez nous en parler un peu. D'accord. Oui, alors les services écosystémiques, en fait, c'est une notion ou une métaphore qui a été inventée par des écologues dans les années 70, dans le milieu des années 70, si je ne me trompe pas, ou peut-être dans le début des années 80. Enfin bon, ça fait un moment quand même, ça fait une quarantaine, une cinquantaine d'années, avec précisément l'idée qu'il fallait dialoguer avec à la fois les économistes et les politiques. L'idée, c'était de dire que la manière dont la nature fonctionne rend des services gratuits aux êtres humains. Parce que, effectivement, la nature produit, par exemple, de la biomasse ou des fibres, produit du bois, dont on se sert pour l'alimentation, pour la construction ou pour l'habillement. Voilà. Ça fournit aussi des services parce que ça fait des beaux paysages, ça fait des bois, ça fait des bosquets, ça fait des collines. Et donc, il y a des services culturels. Voilà. Donc, il y a tout un tas de services. Il y a des services qui sont moins directs. Par exemple, des zones humides qui vont filtrer l'eau, qu'on va retrouver dans les nappes phréatiques et qui vont permettre de fournir de l'eau propre pour les humains. Voilà. Cette question, elle est problématique pour l'agriculture parce que l'agriculture, elle utilise ces ressources-là gratuitement. Et donc, l'idée, c'est de dire toutes ces ressources-là, en fait, s'il y a des agriculteurs qui ont des pratiques qui permettent de préserver une zone humide, par exemple, qui n'a pas de valeur en tant que telle, c'est-à-dire que ça coûterait rien en fait, ce serait très rentable d'investir pour reboucher une zone humide et d'en faire une terre arable pour la cultiver. Sauf que derrière, il faudrait filtrer l'eau. Voilà. Et donc finalement, il y a un coût qui est induit. Ce qu'on pourrait faire, c'est indemniser les agriculteurs qui continuent à préserver ou les populations locales qui continuent à préserver ces zones humides en disant, ben voilà, ça rend des services. Donc leur faire payer les agriculteurs qui pourraient utiliser ces terres-là pour indemniser les gens qui préservent ça. Voilà. Cette idée de service écosystémique, elle se mariait assez bien avec l'idée de paiement pour service écosystémique. Sauf que du coup, quand on introduit cette notion de paiement pour service écosystémique, on est obligé de filer la métaphore jusqu'au bout et de se dire, mais en fait, s'il y a un service et qu'il y a un paiement, il y a une transaction marchande, parce que c'est bien ça, on est dans une économie de service, en fait, ça veut dire qu'il y a un producteur de service, il y a un bénéficiaire de service. Et si on paie le producteur de service, ça veut dire que le producteur de service, c'est pas la nature, parce que la nature, c'est pas un sujet de droit, on peut pas faire un contrat commercial avec la nature, ça marche pas. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un ou quelqu'une qui produit ce service-là. Et donc en fait, ça contribue à effacer la nature, puisque la nature elle est juste là pour servir de fonctionnalités qui sont produites et valorisées par des êtres humains. Donc c'est le paradoxe un peu de cette notion-là. Alors effectivement, on n'est pas obligé d'en arriver à ces transactions commerciales. Les agriculteurs peuvent
utiliser des services écosystémiques, produire des services écosystémiques. C'est la double casquette qu'ont les agriculteurs, c'est qu'ils sont à la fois producteurs et bénéficiaires de services écosystémiques, ou ils peuvent l'être. Par exemple, mettre des arbres ou des haies en bordure de champs, ça a des effets positifs parce que ça permet d'attirer toute une faune qui permet, par exemple, de détruire certains ravageurs de culture. Un exemple de service écosystémique. On peut très bien imaginer aussi que des associations de culture ou des rotations de culture produisent des services écosystémiques. Par exemple, des pratiques agronomiques qu'on connaît depuis des temps immémoriaux, c'est la culture des légumineuses. Les légumineuses ont la propriété d'attraper l'azote de l'air pour le fixer dans le sol. Et dans le sol, ça devient du nitrate et ça devient un fertilisant pour les cultures suivantes. Voilà. Donc, on a une pratique ici qui produit un service écosystémique. Toute la question étant de savoir jusqu'à quel point on produit de l'azote. Parce qu'au bout d'un moment, l'azote, ça devient aussi une pollution. Voilà. Si on apporte de l'azote sous forme apportée par les légumineuses, par les déjections animales, par aussi un petit peu de l'apport minéral. Au bout d'un moment, il y a trop d'azote et ça pollue. Voilà. Ça peut se retourner aussi. On parle aussi de disservice écosystémique. Donc voilà, ce à quoi ça peut renvoyer, cette notion de service écosystémique. C'est un peu comme si on va au maximum d'intrants externes, on vient comme reproduire un peu les services écosystémiques qu'on va peut-être avoir gratuitement dans des modèles d'agriculture qui sont qui prennent plus des intrants internes, en fait. Je suis pas sûr d'avoir compris la question. J'ai l'impression que le premier modèle où on a des intrants externes pour presque tout, fait que des semences qu'on achète ailleurs, de l'engrais, des tracteurs pour venir comme tout faire le travail du sol et tout, on va avoir payé pour chaque étape, mais en fait dans un modèle vers où on s'en va d'agriculture plus avec des intrants internes puis plus de biodiversité, on va avoir la biodiversité, on va avoir justement, quand il y a des repousses, on va avoir un peu cet effet-là de venir enrichir le sol, mais avec un service écosystémique naturel, puis on n'aura pas payé pour, mais il y a la même valeur, en fait. On peut avoir cette conception de la correspondance de valeur. Et d'ailleurs, quand on évalue monétairement les services écosystémiques, pas forcément pour en faire une transaction, pas forcément pour dire ça va donner lieu à un paiement, mais simplement, ça c'est l'argument des économistes ou des écologues qui produisent des évaluations monétaires. C'est pour dire on va rendre visible la valeur monétaire des services qui sont produits gratuitement par les écosystèmes en leur donnant une valeur monétaire. Il y a effectivement une technique d'évaluation qui consiste à évaluer les services produits à l'aune des technologies de remplacement, en disant si le service n'était pas produit, alors il faudrait, par exemple, si le service de séquestration de l'azote dans le sol n'était pas produit, parce qu'on a un sol qui est complètement dégradé, parce qu'on n'a plus une structure de sol qui permet de séquestrer ça, alors il faudrait apporter de l'intrant minéral. Ça veut dire que la valeur de ce service-là est équivalente à la valeur du service. Sauf qu'on se retrouve à avoir affaire à un paradoxe qui est que s'il n'y a plus de séquestration de l'azote dans le sol, il n'y a plus de production. Donc la valeur du service écosystémique, elle est nulle, ou elle est infinie. Voilà. Parce que la valeur de la production qu'on perd, elle est infinie. Voilà, c'est la loi de l'offre et la demande. Si on n'a plus d'offres, le prix est infini. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un paradoxe. Il y a plein d'autres techniques monétaires, avec la difficulté quand même que du coup, ce qu'on fait, c'est alors ça marche plus ou moins pour les services écosystémiques qui ont une valeur instrumentale ou une valeur d'usage, mais ça marche beaucoup moins, cette évaluation monétaire, avec des services écosystémiques qui ont des valeurs de non-usage, des valeurs récréatives, des valeurs de legs, des valeurs spirituelles, parce que du coup, ça applique un langage d'évaluation qui n'est pas adapté. La monnaie, comme je l'ai dit au début, la monnaie, c'est le langage de l'évaluation de la valeur d'usage, des choses pour lesquelles on a un usage. Si vous voulez, c'est comme si on mesurait des longueurs avec des degrés Celsius. Ce n'est pas la bonne unité de mesure. Voilà, c'est une erreur de catégorie, en fait.
Je pense que dans les prochaines formes que tu vas nous proposer, la typologie, c'est plus vraiment la valeur monétaire qui est prioritaire. En fait, c'est d'autres formes de valeurs qui sont mises de l'avant. Ça, c'est la difficulté de cette typologie, c'est que plus on avance dans la description des formes d'agriculture durable, plus les valeurs sont multiples, moins stabilisées, et donne lieu à des formes d'organisation qui sont plus mouvantes, moins bien identifiées, moins bien institutionnalisées. Mais c'est aussi peut-être la force de ces modèles-là, que de ne pas être vraiment institutionnalisés. Donc, pour répondre à votre question, la valeur monétaire, elle continue de prévaloir, parce qu'effectivement, dans certains de ces modèles-là, l'agriculture continue d'être une activité économique qui reste support de revenus et de moyens de subsistance. De ce point de vue-là, je veux dire, pas parce qu'elle produit des denrées alimentaires, mais parce qu'elle génère un revenu pour les gens qui... et donc des moyens de vie. Je reprends la description. Oui. Il n'en reste plus que 2, je suis désolé, c'est un peu long, mais... alors, c'est important de bien saisir ce qui se joue dans ce modèle d'agriculture diversifiée globalisée, parce que les 2 modèles suivants sont des modèles qui déclinent ce modèle-là, qui partagent énormément de caractéristiques, mais qui vont un peu plus loin sur certains aspects. Le modèle suivant, ce qu'on a appelé le modèle d'agriculture diversifiée de proximité, on reste... donc dans les 2 modèles suivants, on reste toujours ancré dans des techniques de production qui sont très intensives en utilisation de services écosystémiques et beaucoup moins en termes d'intrants exogènes, mais qui vont plutôt s'orienter vers des systèmes alimentaires localisés. Donc dans le modèle diversifié de proximité, le nom traduit ça, on reste toujours dans des modèles qui sont diversifiés, mais qui s'orientent vers les marchés de proximité. Là, ce qui va déclencher le passage à ce modèle-là, ou l'adoption, le changement de pratique de la part des agriculteurs, ça va être notamment le besoin d'autonomie par rapport aux règles de la grande distribution, notamment l'idée qu'il faut produire des produits qui sont bien conformés pour les marchés globalisés. Et donc, de se réapproprier des standards et des normes de production, avoir des produits qui sont un peu moins bien conformés, mais de valoriser ça aussi auprès du consommateur. Ce qui va motiver aussi ces agriculteurs-là, ça va être, et ça c'est souvent cité, c'est la reconnexion avec le consommateur. Ça ne va pas de soi pour les agriculteurs, parce que ça nécessite de nouvelles compétences. Ce n'est pas à vous que je vais dire ça. Il y a des agriculteurs qui n'ont pas envie de se fader le consommateur, qui n'ont pas envie d'expliquer ce que c'est qu'une semence, comment on l'achète, comment on la produit, comment on la développe, les stades de repousse, etc. Ils n'ont pas envie. Et il y a des agriculteurs qui ont envie de ça. Les profils, effectivement, sociologiques sont très différents, les valeurs sont très différentes, et les compétences sont très différentes, parce que ça nécessite des compétences sociales et des compétences, entre guillemets, commerciales. Ça nécessite de savoir vendre ses produits. Un agriculteur qui va bien s'en sortir financièrement dans ce modèle-là, ce n'est pas un agriculteur qui arrive à écouler un maximum de produits bien conformés, etc. Ça va être un agriculteur qui arrive à bien faire passer l'idée qu'une carotte qui n'est pas droite, c'est une bonne carotte. Voilà. Ce qui va aussi jouer dans ce modèle de proximité, ça va être l'idée que l'agriculture contribue, comme dans le modèle d'économie circulaire, c'est un point commun qu'il partage avec le modèle d'économie circulaire, c'est que l'agriculture est un secteur économique qui bénéficie énormément pour le développement local. Voilà, donc toutes ces choses qui valent, toutes ces valeurs qui sont portées dans ce modèle-là. Et puis ensuite, on a un modèle qui est encore plus extrême, qui pousse cette logique de la proximité à l'extrême, qui est à la fois déclenché par l'idée que, de la part de ces agriculteurs-là, il y a un statut unique lié aux êtres vivants. Voilà, le vivant, et chaque être vivant a un statut unique dans le règne des êtres vivants. Et il y a aussi l'idée que les activités agricoles sont par nature systémiques, interconnectées, interreliées,
coévolutives, codépendantes. Et que tout ça amène l'idée que c'est extrêmement complexe de piloter un agroécosystème. Et ça nécessite du coup d'avoir un dialogue avec la nature. C'est presque comme si on était en dialogue avec un être vivant. Bon, c'est une métaphore évidemment, hein, mais l'idée c'est d'expérimenter énormément en essayant de voir comment se comporte le vivant en fonction de ce qu'on fait. C'est un modèle qui s'enracine dans des organisations qui imitent celles de la nature. Par exemple, à l'échelle du paysage, on va raisonner là d'abord à l'échelle du paysage et pas du territoire, c'est-à-dire en prenant en compte non seulement la géographie, mais également la manière dont les éléments géographiques se répartissent sur le territoire. On va parler notamment aussi de gouvernance adaptative. On n'est pas dans le projet, mais dans une sorte de gouvernance il y a des frontières floues, les rôles sont mal distribués, ou peuvent être redistribués. Et donc là, on a des valeurs qui sont effectivement écologiques, qui ont trait à la domesticité, qui ont trait à une sorte de civisme, mais étendu à l'ensemble des êtres humains, puisqu'on leur reconnaît presque une dignité que les êtres humains, dans notre modèle, sont les seuls à disposer. Donc voilà un petit peu à grands traits le panorama qu'on a travaillé sur les formes d'agriculture durable. Donc vous voyez qu'il y a un gradient, même si on a pensé cette typologie comme une photo, c'est-à-dire pas comme un film, pas comme l'idée qu'on devrait nécessairement passer par toutes les étapes de développement de chacun des modèles pour arriver à l'étape ultime qui serait l'agriculture diversifiée et territorialisée. C'est pas tellement ça. Il y a des raccourcis, il y a des gens qui reviennent dans des formes d'agriculture qu'on pourrait penser comme moins agroécologiques ou comme moins durables. Bon, voilà. Parfait. Quand on discutait en pré-entrevue, tu disais que le fait d'avoir une seule politique agricole, qui est souvent une politique agricole économique, ça avait des impacts sociaux importants. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ce pourquoi nous, on a insisté sur la dimension de valeur, c'est qu'en fait, les valeurs sociales qualifient des pratiques dans tous les domaines de la vie. Donc, y compris dans le domaine des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on a des instruments de politique publique qui sont inscrits dans des dispositifs qui sont justifiés par certaines valeurs. Et donc, quand on parlait tout à l'heure d'une certaine forme d'agriculture biologique, effectivement, il y a une forme d'agriculture biologique qui s'inscrit dans un paradigme très technologique, mais il y a d'autres formes d'agriculture qui s'inscrivent dans des paradigmes beaucoup plus diversifiés. C'est-à-dire qui ne cherchent pas à apporter des intrants de biotechnologie, mais qui cherchent à travailler à partir de services écosystémiques. On a vu que dans ces modèles-là, les valeurs sont très différentes. C'est-à-dire que si on applique un outil de politique publique à l'ensemble de ces modèles-là, eh bien, potentiellement, on disqualifie certaines pratiques, on exclut certaines pratiques ou on les requalifie. Donc, qu'en fait, ce que ça va produire, pour donner un exemple, par exemple, si on prend l'exemple des politiques incitatives, c'est-à-dire dans les politiques incitatives, on peut faire rentrer les politiques de paiement pour services environnementaux dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire indemniser des agriculteurs, par exemple, pour des pratiques agroécologiques qu'ils ont, qui préservent certaines ressources, qui vont fournir des services pour l'ensemble de la communauté, pour faire vite. Par exemple, un service de filtration des eaux. Voilà. On n'utilise pas des produits chimiques. Ces produits chimiques ne vont pas s'infiltrer dans le sol, ne vont pas se transmettre aux nappes phréatiques, et donc on n'a pas besoin de filtrer l'eau. Si on n'a pas besoin de filtrer l'eau, on a un service qui est rendu, et donc on va payer les agriculteurs, parce que voilà. En fait, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que les agriculteurs, dans cet exemple-là, n'ont pas besoin de l'indemnisation ou de l'incitation pour mettre en place ces pratiques-là. Ils le faisaient avant. On les récompense a posteriori. Ça veut dire que le paiement ne vient que entériner une pratique qui est déjà là. Or, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on enlève la subvention, ces agriculteurs qui avaient des pratiques agroécologiques se mettent à changer leurs pratiques, se mettent à utiliser des intrants chimiques. Simplement parce qu'on a changé leur raison d'agir, on a changé le système de valeurs qui sous-tendait ça. En introduisant un signal monétaire et en le reprenant, on leur a dit, ce que vous le faites parce que c'est rentable, parce que ça génère un supplément de revenus. Et
les agriculteurs, mais comme n'importe qui, hein, c'est pas pour stigmatiser. En fait, quand on nous enlève la subvention, on se sent sanctionné. Et donc, on se dit, mais pourquoi est-ce que je continue à faire bien quelque chose pour lequel j'ai été sanctionné? Voilà. Donc, on change les raisons d'agir. Bon, l'introduction aussi de subventions, ça a pour effet, quand les agriculteurs ont des bonnes pratiques, ça a pour effet de briser du collectif. Alors que les agriculteurs ont tendance à s'organiser entre eux, effectivement. Introduire un signal monétaire, une subvention, ça a tendance à faire en sorte que les gens ne raisonnent pas par rapport aux autres, mais par rapport au signal monétaire. C'est pour ça que c'est fait un signal monétaire, en fait. Hein. Et c'est la force du signal monétaire que de pouvoir impulser un changement de comportement de manière assez rapide. Voilà. Si vous êtes orienté par la recherche de revenus et qu'on vous donne un supplément de revenus pour changer un peu vos pratiques et que ce supplément de revenus compense la perte liée au changement de pratique, alors vous n'êtes pas fou. Vous allez dire, d'accord, je change mes pratiques et je suis payé pour ça. Donc, c'est utile pour ça. Alors, on a simplement changé les comportements. On n'a pas changé fondamentalement le système de valeurs qui était derrière. On n'a pas changé les attitudes profondes des individus. Mais on a réussi à avoir un... Voilà. Donc, il y a sans arrêt cette difficulté entre avoir un outil qui est quand même relativement efficace pour changer les choses à court terme, mais qui les change en superficie. Dans le fond, ce que ça prendrait, c'est des politiques agricoles qui sont adaptées aux valeurs et à la logique peut-être des formes d'agriculture qui sont peut-être les plus durables que tu présentais en dernier. Voilà, ça, ce serait peut-être idéal. Il y a une hypothèse qu'on soulève avec ce travail-là, c'est que, en fait, c'est un principe de diversité appliqué à la diversité organisationnelle. Sans doute qu'on a besoin de cette diversité et de formes d'agriculture durable. Sans doute que certaines des bonnes idées qui vont marcher dans les modèles les plus adoptés par les agriculteurs sont développées dans des niches, sont développées dans les modèles qui sont très diversifiés, très territorialisés, très localisés. Ce serait dommage de se priver de ces bonnes idées-là, de ces innovations. Le problème des politiques publiques, c'est que quand elles s'adressent aux modèles les plus dominants, elles ont tendance à inhiber ou à décourager les modèles les plus marginaux. Par exemple, les règles qui protègent la propriété privée découragent, prohibent même l'échange de semences entre les agriculteurs. C'est quelque chose qui est fondamental pour certains modèles d'agriculture diversifiée. Voilà. Donc, c'est un exemple de politique publique, de réglementation qui interdit certaines pratiques qui prévalent, qui sont fondamentales dans certains modèles d'agriculture, parce qu'on essaye de protéger, là, en l'occurrence, ce qui constitue le modèle hautement technologique et le modèle biotechnologique, c'est-à-dire la propriété d'innovation. Si vous n'avez pas de propriété d'innovation, alors à ce moment-là, il n'y a plus d'incitation à innover sur les technologies, et donc il n'y a plus personne qui le fait, et donc on perd la substance de ce modèle-là. Donc l'idée, effectivement, oui, ce serait d'avoir, de garder ce principe de diversité à l'échelle de la politique publique, et puis d'avoir des instruments de politique publique qui soient multipliés. Mais le politique est aussi dominé par cette idée que one size fits all. Il faut avoir une politique publique qui s'adresse à tout le monde, parce que c'est l'économie. C'est l'économie de la politique publique. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à avoir des fonctionnaires qui vont travailler dans des services différents. Alors nous, en France, c'est déjà très compliqué, avec la multiplication de l'ensemble des services publics et des compétences qui sont divisées avec des échelons territoriaux. On a 5 ou 6 échelons territoriaux entre l'État et l'individu. Des compétences qui sont partagées, qui sont redistribuées, qui ne sont pas les mêmes selon les endroits. C'est un millefeuille très compliqué, qui ne sont pas les mêmes selon les secteurs économiques. Donc voilà, l'économie de la politique agricole, elle se fait surtout sur ces outils, même si on a quand même des dispositifs qui sont quand même un peu innovants, en tout cas en France. Les locaux, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on travaille beaucoup avec des agriculteurs qui adoptent la forme d'agriculture diversifiée de proximité.
Puis ça, donc, au travers de la balado, c'est un peu ça qu'il nous disait. Il était un peu critique du bio-industriel parce que justement, c'est un autre système de valeurs. Puis il exprimait aussi, dans le fond, qu'il a souvent été perçu comme une agriculture plus marginale parce qu'il n'est pas le modèle peut-être dominant. Puis on essayait de voir un peu justement, comme si on développait davantage le modèle d'agriculture diversifiée de proximité, mais à quoi ça pourrait ressembler. Puis on essayait comme un peu d'imaginer à grande échelle comment on pourrait développer davantage ce modèle-là. Puis je sais qu'en pré-entrevue, on avait parlé un peu des initiatives qui sont davantage communautaires, qui ont une vision très multifonctionnelle de l'agriculture. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu. Je sais que c'est un peu moins présent ici en Occident, mais que dans d'autres pays, peut-être plus en Amérique du Sud, le modèle communautaire de l'agriculture est quand même plus présent. Puis je ne sais pas si, dans le fond, pour ouvrir notre éventail ou notre imaginaire, si tu pourrais nous parler un peu en fait de ce modèle-là, puis à quoi ça peut ressembler là, comme organisation. Ouais, d'abord pour revenir sur ce que tu disais. Je ne sais pas si toutes les innovations ont vocation à changer d'échelle. Je pense qu'il y a des innovations qui perdent tout leur intérêt et tous les bénéfices, notamment environnementaux, qu'ils promettaient à des échelles très, très, très locales quand elles les multiplient. Par exemple, le bio, le démultiplier comme ça, le modèle du bio massif, je ne suis pas sûr qu'il soit si vertueux que ça. Encore une fois, je tire à grands traits. Hein. Il y a sans doute des agriculteurs bio qui font du bio massif et qui le font bien. Mais voilà, je ne suis pas sûr que toutes les innovations aient vocation à changer d'échelle. Mais est-ce que de multiplier de petites innovations, c'est changer d'échelle? Ça, par exemple, voilà. Okay. Voilà. Je pense que c'est plus la voie est plutôt dans la multiplication d'initiatives à petites échelles, et on le voit bien avec ce que tu disais sur les initiatives communautaires. C'est-à-dire que la communauté, on peut faire communauté à un nombre restreint de personnes, mais que plus le nombre de personnes augmente dans la communauté, plus les règles commencent à être difficiles à implémenter et à opérationnaliser, notamment parce que ce qui est important dans la communauté, c'est aussi toutes ces choses qui ne sont pas de l'ordre de la règle de droit, qui sont de l'ordre de la confiance, ou de toutes ces institutions qui sont plus floues, de l'interconnaissance. C'est pas forcément une bonne chose, hein, parce que dans les communautés, il y a autant de trahisons et de conflits et de difficultés que voilà. Enfin, je veux dire, la confiance, c'est aussi s'exposer énormément à de la défiance et à de la trahison. Et la trahison est d'autant plus amère qu'on avait confiance dans quelqu'un. Mais effectivement, d'ailleurs, je repense aux travaux d'Elinor Ostrom qui a travaillé là-dessus, effectivement, en montrant bien que la gestion communautaire, ça marche bien à partir. Une des conditions pour que la gestion communautaire marche bien, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine taille de population, mais au-delà, la gestion communautaire est défaillante. Et qu'il vaut mieux effectivement une gestion étatique ou une gestion marchande. Donc dans ces modèles effectivement très territorialisés, presque communautaires, c'est un des enjeux de la décroissance en fait. Hein, c'est d'essayer comme tu l'as dit, d'ouvrir les imaginaires et de penser des choses qui existent vraiment à très petite échelle, qui sont très marginales, pour essayer de se dire mais en fait si c'est pas possible, c'est parce qu'on se les imagine même pas. Donc c'est important de se les imaginer pour que ça commence à faire partie du champ des possibles. Donc effectivement, il y a des modèles qui existent en Amérique du Sud, notamment. Hein, c'est aussi par là que l'agroécologie a commencé à gagner de la visibilité, qui sont des modèles communautaires dans lesquels l'agriculture n'est pas seulement une activité qui génère un revenu. C'est une activité sociale. C'est-à-dire que si on imagine une communauté qui se donne pour règle de vie de la sobriété, on est obligé d'avoir une éthique de vie qui est sinon décroissante, du moins en état stationnaire, c'est-à-dire pas de croissance, en autosuffisance éventuellement, qui peut générer des surplus, mais dont l'ambition n'est pas de générer des surplus.
en tout cas pas de le faire pour générer des surplus, pour en tirer un revenu. C'est-à-dire que c'est pas ça la motivation principale. Ça peut être une motivation, mais une motivation parmi d'autres. La motivation, ça peut être effectivement d'aller sur le marché pour vendre les produits de la communauté, pour faire connaître la production de la communauté, pour faire connaître la communauté, pour faire valoir ça, au sens de valeur, pour faire reconnaître. L'activité agricole peut être aussi, à l'intérieur d'une communauté, le vecteur de relations sociales, parce que c'est l'endroit où on se rencontre pour cultiver ensemble, pour cultiver et se cultiver ensemble, pour faire des choses ensemble. Ça peut être aussi le vecteur d'apprentissage. Bon, dans certaines communautés en Amérique du Sud, effectivement, les écoles peuvent être attenantes à des jardins. Voilà, parce que c'est une manière aussi d'apprendre et il n'y a pas de rupture entre une école et un champ, une agriculture, une culture et une agriculture. L'idée, c'est de dire qu'en fait, c'est de déconnecter le champ et la production agricole du revenu. Bien sûr que le revenu est important, mais ce n'est pas la seule chose à prendre en compte. Et que le revenu, en fait, on peut le compenser par autre chose. On peut le compenser par du temps. On peut le compenser par ce que Georgescu Roegen appelait de la joie de vivre. On n'est pas obligé d'être payé pour travailler à un champ. Peut-être qu'on peut considérer qu'on tirait des moyens de subsistance alimentaire, on tirait des moyens de loisirs, des moyens d'estime de soi, parce qu'arriver à faire pousser quelque chose, on est fier de le faire. Arriver à avoir des relations avec quelqu'un d'autre amicales, et puis se servir de la terre comme support de ça, c'est valorisant aussi. Voilà. Se dire que la production agricole, c'est support de plein de choses. Ça vient satisfaire tout un ensemble de besoins. Voilà, c'est ça finalement. C'est que le revenu, si le revenu est important, c'est parce que ça permet de satisfaire plein de besoins. L'intérêt de la monnaie, c'est que c'est un équivalent commun, c'est fluide, ça permet d'acheter de la nourriture, ça permet de payer pour avoir accès à des loisirs, ça permet de payer pour aller, je sais pas moi, au ski, ou voilà. En fait, il y a plein d'autres moyens dont on peut disposer, il y a plein d'autres stratégies qu'on peut mettre en œuvre pour satisfaire ces besoins-là. On n'est pas obligé d'aller au ski pour satisfaire un besoin de loisir. On peut considérer aussi que cultiver un champ, c'est un loisir, par exemple, voilà, et trouver du plaisir à le faire. Donc, c'est une question de stratégie et on peut considérer que l'agriculture peut être une stratégie intéressante comme vecteur comme pourvoyeur de satisfaction de besoins, voilà, y compris collectifs. C'est intéressant qu'est-ce que tu dis, parce que dans plusieurs entrevues qu'on a fait, notamment une, je pensais à Aurélien puis Amélie, je sais pas si tu pensais à ça, Adrienne aussi, mais tu sais, c'est vraiment un couple de jeunes urbains qui habitaient en ville et tout, puis qui ont décidé de changer vraiment de mode de vie puis de devenir agriculteurs. Puis on s'entend que leur revenu a chuté de manière drastique, mais la qualité de vie qu'ils vont chercher au travers justement cette nouvelle réalité-là, ce nouveau mode de vie-là, les remplit tellement que pour eux, ça vaut encore la peine malgré la baisse de revenus. Puis, dans le fond, la problématique qu'ils ont aujourd'hui, c'est que leur revenu est tellement faible qu'ils ne peuvent pas prévoir les insécurités ou les imprévus. Donc, il y a quand même un minimum à aller rechercher. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'agriculteurs de la relève qui vont justement se lancer en agriculture parce qu'il y a peut-être une recherche de sens de vie ou d'avoir un mode de vie ou de répondre à leurs besoins non plus en ayant un gros salaire, mais en ayant des actions qui au quotidien font sens, puis font sens pour eux personnellement, mais font sens aussi dans comment faire avancer, faire évoluer la société. C'est quelque chose, moi, que je ressens assez fortement au contact des étudiants, notamment des étudiants en école d'ingénieur, que ce soit en école d'ingénieur agro ou dans l'aérospatial. On sent qu'il y a quand même une évolution de mentalité et que les futurs ingénieurs sont pas prêts à accepter n'importe quel travail. Qu'il y a une aspiration de vie derrière cette jeunesse-là et que on n'est pas prêt à tout faire. Il faut se taper des études d'ingénieur, c'est suffisamment compliqué pour que à la fin on ait un travail, comme tu le dis, qui fasse sens. Et cette quête de sens, moi, je la ressens vraiment très profondément avec les étudiants, avec les agriculteurs aussi. Évidemment, On parlait en introduction là, avant que l'interview ne commence, de Toulouse et de l'aérospatiale. L'aérospatiale est durement touchée par la crise du Covid. On a, avec l'atelier d'écologie politique, on travaille avec l'aérospatiale. Il y a énormément de gens qui travaillent dans l'aérospatiale qui sont en train de se dire que ce qu'ils font n'a plus de sens.
Ça génère énormément de mal-être au travail, que ce soit dans l'agriculture ou dans les autres secteurs. Et effectivement, ce qu'il faut comprendre aussi sur le milieu agricole, c'est que, et c'est encore une fois, c'est pour ça que les valeurs sont importantes à prendre en compte, c'est que finalement, c'est sur ça qu'on est jugé et que on a connu un retournement de valeurs, un retournement normatif au tournant des années 2000 ou peut-être un peu après, avec le verdissement de l'agriculture. C'est-à-dire que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a demandé aux agriculteurs finalement de nourrir le monde. Et donc, c'est pour ça que le modèle conventionnel n'est pas dénué de valeurs. Il y a même des valeurs très très fortes qui soutiennent le modèle industriel et conventionnel, notamment la valeur que, effectivement, il faut produire énormément parce que les agriculteurs bossent pour nourrir le monde. Et c'est très vertueux. Et donc, effectivement, quand 40 ans plus tard ou 50 ans plus tard, on commence à montrer l'agriculture du doigt en disant « En fait, vous êtes des salopards parce que vous polluez. » Ben oui, mais les moyens qu'on leur a donnés pour faire ça, c'était des moyens qui étaient polluants. Et eux le faisaient en étant convaincus que ce qu'ils faisaient était bien pour le monde. Parce que lutter contre la famine est un vrai bien commun. Et donc, ce retournement de valeur, il est très stigmatisant pour les agriculteurs. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il y a beaucoup de suicides dans l'agriculture. C'est parce qu'il y a cette perte de sens, cette double perte de sens pour les agriculteurs, qui est que, effectivement, dans leur travail agronomique, ils se rendent bien compte que ce qu'ils font, c'est simplement appliquer un cahier des charges. Mais au-delà de ça, d'un point de vue normatif, on commence à les stigmatiser, alors qu'eux ont l'impression d'avoir fait des choses bien. Et ça, c'est très, 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 très difficile à vivre, je pense. Je pense que c'est là qu'il faut se rappeler qu'on ne pourrait pas du jour au lendemain changer toutes les pratiques d'agriculture conventionnelle puis nourrir autant de personnes. Tu sais, ça serait pas possible. Tu sais, ça a quand même fonctionné de nourrir beaucoup de personnes. Puis on voit que juste changer de l'agriculture conventionnelle à une agriculture biologique conventionnelle, ça prend environ 2 ans de transfert. Puis les premières années, les récoltes sont pas très bonnes. Puis tu sais, c'est un long processus, là. Fait que... Ouais, je rebondis sur ce que Marie-Soleil disait et ce que tu viens de dire. En fait, les outils de politique publique qui sont intéressants à mettre en œuvre, ce sont précisément ceux-là, c'est-à-dire ceux qui permettent d'amortir les risques et les coûts liés à de la reconversion et de la transition. Le but du jeu, c'est pas de rendre les agriculteurs dépendants de subventions publiques. Le but du jeu, c'est de les rendre autonomes et de les rendre maîtres de leur système de production et de leur destinée. C'est pas de les traiter comme des enfants, entre parenthèses. Voilà. Et donc, mais effectivement, changer, ça a un coût et ça a un risque. Si le modèle conventionnel est aussi conventionnel, est aussi stable, c'est parce qu'il offre l'illusion qu'il permet de maîtriser les risques. Qu'avec la chimie, on va pouvoir maîtriser les aléas climatiques, etc. C'est une illusion. L'intérêt de la puissance publique, l'intérêt d'une politique publique bien faite, ce serait d'aider les agriculteurs à avoir des transitions, à changer leur mode de production et leur mode de commercialisation, de les accompagner. Et une fois que la transition est achevée, eh bien ça y est, vous volez de vos propres ailes. On peut mettre en place des filets de sécurité, etc., les mauvaises années, parce qu'effectivement, du coup, on a affaire à des systèmes de production qui sont beaucoup plus vulnérables par rapport aux aléas climatiques. Et on a beau dire, oui, non, mais c'est bien, c'est très satisfaisant de voir pousser une plante, etc. Oui, mais quand on n'y arrive pas et que son revenu en dépend, on n'est pas content. Ça, on oublie vite qu'on est satisfait de faire pousser une plante, en fait. Hein. Juste, on a un manque de revenus. Voilà. La plante, elle pousse pas, là. C'est ça. C'est pas la déception. En mince, j'ai réussi à faire pousser la plante. Non, c'est que derrière, il y a un manque de revenus et que la situation est compliquée. Et je parlais de la dépendance par rapport à la puissance publique, mais on pourrait aussi parler de la dépendance par rapport aux banques qui verrouillent ici énormément les systèmes conventionnels, voilà, dans cette logique productiviste. Ce que tu veux dire, c'est que le fait d'avoir des dettes, ça devient Voilà. C'est que cette logique qui est productiviste, elle passe par la massification de la production, elle passe par la réalisation d'économies d'échelle, c'est-à-dire de l'investissement qui va être amorti parce qu'on change d'échelle de production, passe à une production beaucoup plus large, sauf que l'investissement, ça génère des coûts, et donc y compris sur le long terme, et donc ça nécessite des investissements qu'il faut rembourser.
être tenu par une banque, être tenu par le remboursement d'un investissement qu'on a contracté parce qu'on a un prêt auprès d'une banque, c'est d'une certaine manière céder sa responsabilité de la production. C'est-à-dire que du coup, on n'est plus complètement maître de sa production. Enfin, on est obligé de faire ce qui marche. Et ce qui marche, et ce qui est le moins sensible aux aléas, parce qu'il y a l'emprunt à rembourser. Donc effectivement, c'est assez compliqué. D'autant plus que on est complètement dépossédé du pouvoir d'action. On pourrait aussi parler des contrats de commercialisation. La plupart du temps, en agriculture, on commercialise avant d'avoir produit. C'est-à-dire qu'on n'est plus propriétaire de sa production alors même qu'on ne l'a pas encore produite. Ça, c'est quand même assez étrange. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs qui fonctionnent de cette manière-là. Voilà, enfin, je veux dire, du coup, les agriculteurs sont tenus de tous les côtés. Ils sont tenus par les banques, ils sont tenus par la puissance publique, ils sont tenus par les contrats commerciaux qui passent pour la distribution. Et c'est pour ça aussi que, effectivement, il y a énormément d'agriculteurs qui changent de pratique pour retrouver cette autonomie-là. Et ça ne m'étonne pas du tout que vos agriculteurs soient dans le modèle diversifié de proximité, parce que c'est ceux qui revendiquent le plus leurs besoins d'autonomie. Parfait. Donc, Gaëlle, si tu te projetais dans le futur, un futur possible et souhaitable, à quoi pourraient ressembler les systèmes de production agricole en 2050? Alors... On rouvre l'imaginaire, là. Tu fais bien de dire possible et souhaitable, parce que oui. Comme je pense qu'il y a des rapports de force et des rapports d'intérêt qui sont extrêmement puissants, et je viens d'en évoquer trois, c'est-à-dire les contrats commerciaux, le rapport à l'investissement et au système bancaire et le rapport à la puissance publique. J'ai tendance à penser que le système le seul modèle que j'imagine pouvoir se développer de manière réaliste est celui du modèle hautement technologique, voire du modèle biotechnologique. Le modèle souhaitable, en fait, ta question m'embête un peu parce que les économistes, dans leur manière de pratiquer la science, sont un peu comme des physiciens, c'est-à-dire qu'ils construisent leur modèle théorique. Et quand ils voient passer une météorite, ils disent « Ah ben, je l'avais prévu parce que dans mon modèle, voilà ». Donc, c'est une science prédictive, en fait. Sauf que les modèles économiques, en fait, les prédictions sont jamais réalisées parce que le temps que les prédictions se réalisent, le temps a changé les paramètres du modèle, par définition. Donc, tout ça pour dire que je ne crois pas du tout à la prédiction. Voilà. Donc, ma prédiction n'est pas réaliste et je ne prétends pas du tout à ce qu'elle soit à quelconque réalisme. J'aimerais voir une agriculture dans laquelle les agriculteurs sont convaincus qu'ils travaillent pour le bien commun et que ce bien commun passe par la production de produits sains, à la fois en termes sanitaires, mais aussi en termes environnementaux. Et que cette production, que la garantie de cette production ne passe pas par le respect de normes contrôlées par des organismes certificateurs, etc., mais qu'elle passe par une reconnexion entre de la production, du producteur au consommateur. Qu'une confiance soit restaurée entre l'agriculteur et le consommateur. Et donc, effectivement, ça suppose de réduire très fortement les intermédiaires. Je parlais des organismes certificateurs, voilà. Ça suppose de dégonfler un peu cette économie dans laquelle beaucoup de la valeur ajoutée, finalement, est appropriée par beaucoup d'intermédiaires, des négociants, des distributeurs, des certificateurs, etc. C'est une agriculture dans laquelle finalement l'agriculteur s'est réapproprié ses moyens de production. Quand je pense à moyens de production, je pense à la terre, évidemment, je pense aux moyens matériels, mais je pense aussi aux moyens cognitifs, aux connaissances, c'est-à-dire dans laquelle l'agriculteur est redevenu un agronome. Voilà, c'est un peu à ça que je pense, ce qui suppose sans doute de mettre en place des systèmes mutualistes de protection, c'est-à-dire une profession agricole qui s'entraide sans doute beaucoup plus que ce qu'elle ne le fait maintenant. Le maître mot, c'est vraiment le re-empowerment, quoi. C'est la réappropriation, retrouver cette capacité de
d'action et de cette liberté d'action pour les agriculteurs. Parce que s'il y a une profession qui est vraiment structurée depuis longtemps, hein, si on réfléchit bien, l'humanité a commencé par travailler le sol, avant de commencer peut-être le métal, mais l'un n'étant pas indépendant de l'autre. Si y a bien une profession qui est en prise avec les questions environnementales, mais vraiment directes, parce que on travaille avec le vivant, avec le sol, avec la terre, avec un petit t et avec un grand T. Et si on a affaire à une profession qui est autant pétrie par des valeurs, ça veut dire quand on va produire des cigarettes ou quand on va travailler à l'usine, on n'est pas autant pétri de valeurs que quand on est agriculteur, je pense. Voilà. Encore une fois, je repense à cette idée que pendant des années, on a dit aux agriculteurs qu'il fallait travailler le sol, qu'il fallait produire pour nourrir l'humanité. C'est à ça que j'aspire et c'est ce que j'espère voir se réaliser à l'avenir. Mais j'y ai pas trop réfléchi parce que voilà. Sans doute que cette manière de voir va générer des effets pervers. Voilà. Mais encore une fois, je pense que ce qui est fondamental, c'est ce principe de diversité, c'est-à-dire appliquer un principe. Voilà, la biodiversité, la diversité du vivant, la diversité dans le social, c'est un gage de résilience, c'est un gage de résistance au choc qu'on pourrait supporter. Et je pense que c'est un principe qui s'applique partout, qui doit s'appliquer partout, et garder ce principe de diversité aux formes organisationnelles, aux formes politiques. Voilà, ça me paraît une bonne idée quand même. Ben, parfait. Ben, écoute, on va se souhaiter que l'agriculteur devienne un artisan, puis quelqu'un qui est valorisé dans nos sociétés, puis que, comme tu dis, que ce soit une profession en 2050 qui fait sens pour toute la société, puis qui contribue au bien commun. Ben, merci beaucoup pour cet entretien, Gaëlle. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.